Bonjour et excellent réveil à tous, ravi de vous retrouver en ce 6 mars 2022, un 6 mars très pluvieux du côté d'Alger et bien sûr c'est pour le bonheur de tous les agriculteurs qui attendent ça depuis très longtemps, hein. Je pense que tout le monde attendait cette pluie. Tout à l'heure nous pourrons retrouver notre ami Fariel Chir pour le point météo et le détail de cette journée, donc à travers le territoire et même ailleurs, mais avant on essaiera tout de suite de donner les grandes lignes de cette matinale. Tout d'abord, une bouteille à la terre et non pas à la mer. Et oui, ça pourrait très bien faire le titre d'un film, mais ce n'est pas le cas. C'est juste le label choisi par l'association Récif pour l'une de ses actions qui en est à sa 3e édition. Et oui, l'association Récif, rappelons-le, qui œuvre depuis des années tel un mirador à la sauvegarde de notre littoral en s'opposant et en luttant contre toute agression et toute atteinte à l'environnement. Pour parler d'une bouteille à la terre, nous aurons le plaisir de retrouver l'infatigable journaliste et écologiste Hamid Belkacem ce matin. Et puis, bon, cette initiative en fait s'adresse essentiellement à l'enfance, les citoyens de demain. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule qu'on mettra en valeur ce matin et qui sera toujours en faveur des enfants, car nous aurons l'occasion de retrouver une représentante du ministère de la Poste et Télécommunications pour nous présenter une édition tant attendue par les écoliers. Et oui, on en est à la 22e édition du concours national de composition épistolaire. Et oui, ce concours, ce challenge est d'ores et déjà lancé. Le détail, on le verra avec notre invité tout à l'heure. Bien sûr, dans cette matinale, nous aurons le plaisir également de retrouver nos amis et compagnons de l'équipe, tels Mariam Moussaïd, qui nous parlera aujourd'hui de l'osier. Elle a choisi de s'intéresser à cette plante en particulier, à tout ce qu'elle peut apporter, comme je sais pas moi, comme dérivé, comme possibilité. On verra bien sûr avec elle. Et puis Yazid Aït Mahidine, dans sa chronique, bien sûr, nous permettra d'avoir un regard sur ses coups de cœur et aussi parfois ses coups de gueule. Restez avec nous. Merci encore une fois d'être là, mesdames, messieurs. Et tout de suite, rien que pour vous, un point météo signé Fariel Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معا نصنع المستقبل. Bonjour Fariel. Bonjour à vous Aladia. Ça va? Ça va très bien. Votre sourire en dit long sur l'arrivée des pluies, non? Voilà, oui, tout à fait. Elles sont les bienvenues, bien sûr. Oui, absolument, absolument. Nous avons eu quand même plusieurs jours de soleil. Oui, donc, en fait, c'est comme ça aussi que c'est pas bon pour la santé. D'ailleurs, j'ai une voix nasillarde ce matin. Oui, ça s'entend. Ça s'entend un petit peu, c'est vrai. Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid. On ne sait plus comment s'habiller. Mais bon, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la pluie est là. Mais qu'en est-il des températures et du reste? Allez, dites-nous. Allez, allons-y, Aladia. Merci à vous. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Excellent réveil à vous tous. Ravi de vous retrouver. Eh bien, pour aujourd'hui, la zone pluvieuse concernera toutes les régions du nord du pays, une bonne partie des régions du sud aussi. Le soleil aura du mal à s'installer, et tant mieux, au nord comme au sud. On notera un temps nuageux donc sur la majeure partie des régions du nord, avec quelques flocons de neige vers les hauteurs de l'ouest, du centre jusqu'à l'est du pays. Sur la partie sud, le temps sera variable. À noter aussi un temps couvert et pluvieux vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Et le soleil s'installera seulement vers le sud-ouest et le Sahara central oriental. À signaler aussi des soulèvements de sable au sud-ouest jusqu'au Sahara central. Les températures, les voici en baisse forcément avec le retour de la neige, surtout vers les hauteurs. On relèvera cet après-midi un minimum de 8 degrés à Al-Bayad. Il fera 9 à Guelma, 16 à Annaba, Skikda, Alger, 15 à Oran, 16 aussi pour la wilaya de Tlemcen, 12 Relizane, Chlef, Sétif, 15 Tizi Ouzou, Béjaïa, et puis au sud, on lèvera 19 à Béchar, 18 à Hassim Saoud, un minimum de 16 degrés pour Ouled Djellal, Hassim Saoud, 26 à Elizi, 27 à Drar, Insalah, Taman Rasset, 24 à Janet et enfin 35 pour l'extrême sud. Place à présent à l'état de la mer. Donc pour cet après-midi, nous aurons une mer peu agitée avec des vents qui varient généralement entre 20 et 50 km/h à l'est, entre 20 et 30 vers le centre et enfin entre 10 et 20 pour
pour l'ouest. Avant de nous quitter, place aujourd'hui à l'Asie. Eh bien, aujourd'hui, le temps sera voilé à Dakar, ainsi qu'en Colombie aussi, avec 31 degrés côté température en Colombie, 13 à Pékin, 19 à Hong Kong, 13 sous un grand soleil à Tokyo, et enfin 34 degrés à Manille sous un temps généralement passagèrement nuageux. On termine ce bulletin météo, plutôt ce flash météo avec l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h47. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.météoalgérie.dz. Merci pour votre présence. Excellente matinée encore une fois. Profitez de la pluie, sous le parapluie bien sûr. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup Feriel, je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi. À J-2 de la fête des femmes, donc le 8 mars, nous sommes le 6. Et à J-2, hommage à toutes les femmes qui nous regardent ce matin à travers cette chanson interprétée par notre chanteuse Inès qui hurle, qui crie de toute sa voix, Jazeria. Dans ces ruelles, tout me
Voilà, c'était le cri de Inès et l'hommage rendu aux femmes, à l'algérienne en particulier. Les cris, ils en ont souvent. Il s'agit de l'association Récif et de ses membres qui sont de véritables écolos, je disais tout à l'heure, de véritables miradors qui veillent sur notre littoral. Bienvenue à leur président, donc Hamid Belkacem, bienvenue. Merci à vous, bonjour. Bonjour, ravi de vous retrouver, vous qui êtes vraiment ce militant écologiste infatigable et journaliste de la télévision et de la radio en même temps. Oui, et justement, vous avez profité d'un moment justement où la radio et la télévision est vraiment pointée du doigt. Il s'agit d'une journée particulière pour ces deux organisations, ces institutions plutôt. La journée particulière, c'est la journée internationale pour la radio et la télévision au profit, au service donc des enfants. Donc nous avons profité de cette journée internationale, la veille, la journée internationale c'est le 6, le samedi les enfants ne vont pas à l'école, donc on en a profité pour lancer la 3e opération, une bouteille à la terre. Voilà, c'est qui a choisi le label? Disons que l'environnement, c'est l'affaire de tous, donc c'était une petite commission qui a trouvé ce titre-là. Et voilà, et aussi, il y a un rapport avec la bouteille aussi. Oui, la bouteille, c'est le plastique. Dans le temps, la bouteille était en verre et on échangeait des messages, j'allais dire parfois transoceaniques, entre les mers. On écrivait des messages à l'intérieur d'une bouteille qui mettait du temps pour arriver. Et puis bon, le développement, entre guillemets, je ne sais pas si l'histoire va le condamner peut-être, l'utilisation massive de plastique a fait que aujourd'hui, nos mers, nos océans sont envahis par le plastique. Oui. Donc, une bouteille à la terre, c'est pour éviter qu'elle ne soit à la mer. Donc, on la laisse sur le continent. La laisser sur le continent suppose qu'il y ait un protocole de gestion, de tri, de collecte, de tri et de gestion de ce plastique pour lui donner une seconde vie. Voilà. Très bien. On n'en dira pas plus avant de découvrir ce reportage réalisé par notre collègue Raouf Hamouche qui était sur le terrain, donc qui a été justement là pour bien observer le déroulement de cette opération qui était au niveau du port de Djemila, c'est bien ça? Temmenfoust. Temmenfoust, c'est à l'est d'Alger, oui. Oui, à l'est d'Alger. Djemila, non. Djemila, c'est là où vous œuvrez en général. Voilà. Donc ça se passait à Temmenfoust, cap sur Temmenfoust tout de suite avec ce compte rendu de notre collègue, donc Raouf Hamouche. Munis de leurs gants de protection, de leurs pinces, pour ces enfants, la plage est aujourd'hui leur terrain de jeu, pour une chasse au trésor un peu particulière. Regardez quoi. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire Antoine? Eh ben, on est en train de recycler. Oui. Je crois que c'est pour la mer. Très bien. Est-ce que c'est important? Est-ce que tu trouves ça important? Oui, très important. Pourquoi? C'est parce que ça pollue, ouais. et en fait on doit recycler pour ne pas polluer la terre. Moi je vous dis, ne jetez pas les déchets par terre. Si vous trouvez un déchet par terre, ramassez-le. Ne suivez pas les gens qui jettent les déchets. Protégez la planète, protégez la mer, protégez tout ça. L'enfant d'aujourd'hui sera l'éco-citoyen de demain. C'est partant de ce principe que cette opération Une bouteille à la terre a été lancée par l'association Récif afin d'insuffler chez les enfants la culture du respect de l'environnement et les initier dès leur jeune âge au recyclage. Donc la philosophie, c'est quoi? Le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est en direction de ces jeunes enfants pour qu'ils comprennent quelle est l'importance de l'énergie, quelle est l'importance de l'environnement à travers une petite opération citoyenne. Pendant que les enfants s'occupent de la surface, ces plongeurs, membres de l'association, s'apprêtent quant à eux à procéder au nettoyage du fond du port de Temmenfoust. On est organisé en 2 équipes. Il y a une équipe de plongeurs donc avec leurs blocs, avec leurs bouteilles qui vont descendre pour ramasser les déchets qu'ils vont trouver. Donc il va y avoir des pneus, on ramassera tout ce qu'on peut, tout ce qui est macro-déchets. On va faire attention à ce qu'on va ramasser, bien sûr, on va pas mettre nos plongeurs en danger, ils ne vont pas ramasser des verres, etc. Et il y a une deuxième équipe, c'est l'équipe des apnéistes. Ils vont faire la surveillance des plongeurs, donc on ne sait jamais où on ne sait jamais il s'est baissé ou là. Et en même temps, il va ramasser le sac.
Il faut savoir qu'en moyenne 229 000 tonnes de déchets plastiques sont chaque année déversées dans la Méditerranée. L'un des bassins les plus pollués au monde, l'association Récif et l'USTHB de Babzouar travaillent en étroite collaboration pour suivre tous les déchets flottants et entamer le processus de valorisation et de recyclage. Si le déchet est là, donc sur la plage bien sûr qui flotte ou bien sur les fonds, donc il y a certainement des facteurs océanographiques qui ont ramené, qui ont fait que ce déchet soit transporté vers cet endroit. Donc en l'occurrence ici, donc, il y a des courants marins, il y a des vagues et on a un projet avec l'association Récif et l'université de Babzouar, l'USTHB, et il s'agit de suivre ces déchets flottants en vue de les traquer, donc suivre. Et après, bien sûr, une fois qu'ils sont détectés, donc on vise leur valorisation. Après une demi-heure de plongée, nous retrouvons Ahlam et le constat est inquiétant. Ce sont plusieurs dizaines de pneus usagés, des centaines de sacs plastiques, ainsi que d'autres déchets solides qui ont été collectés. 20 minutes, on a trouvé des bouteilles en plastique, bien entendu, des bouchons, on a trouvé des sacs, des pneus, comme vous le voyez, des bottes. Alors celui qui a perdu ses chaussures, il vient les chercher, s'il vous plaît. On a trouvé des vestes et même des planches en bois. Rien ne se perd, tout se transforme. Les bouteilles en plastique collectées seront remises à une entreprise de recyclage qui en fera des jouets pour enfants qui seront distribués au centre pour les enfants cancéreux. Voilà, le compte rendu donc a été transmis. Et bien sûr, il y a un partenaire qui n'a pas été cité encore. L'AND, l'Agence nationale des déchets, est partenaire aussi sur cette opération. Partenaire principal. D'ailleurs, ce sont les animateurs, ce sont des ingénieurs, deux femmes que nous saluons au passage. C'est un partenariat depuis un certain nombre d'années parce que l'Agence nationale des déchets a un département de déchets marins avec lequel nous travaillons. Et ce département de déchets marins a fait une magnifique étude de caractérisation des déchets marins et a trouvé que au hit parade des déchets marins se trouvait ce petit bouchon. Oui, c'est le bouchon qui est au hit parade. Et donc, les animatrices spécialisées de l'AND ont eu à expliquer aux enfants toute l'importance qu'il y a à récupérer, à collecter au domicile. Il y a peut-être une précision à donner. Le plastique récupéré, en général, vient des domiciles. Donc les enfants, c'est le concept une bouteille à la terre. Tout au long de la semaine, les enfants collectent les bouteilles en plastique chez eux. Ils les mettent dans un coin. Et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, s'il y a des compositions, des examens, ils viennent au siège de l'association, ils remettent ces bouteilles qui sont quasiment neuves. En contrepartie, ils ont une balade en mer. Le plastique, par contre, vous avez plafonné à 20 bouteilles par enfant. À 20 bouteilles, bon, même si on a c'est symbolique, on le sait. Voilà. Bon, on consomme beaucoup d'eau en ce moment, avec quelques coupures. Et par contre, la précision à apporter, c'est que la réglementation algérienne est très stricte, elle est à saluer. La réglementation ne permet pas de fabriquer des jouets avec du plastique recyclé. Donc, on fait une opération de troc avec un certain nombre d'opérateurs qui sont dans le domaine du plastique. On remet tout ce que nous collectons. L'usine ou l'atelier fabrique des bassines avec. En contrepartie, il va remettre des jouets. Alors, la prochaine opération, elle va arriver très très vite. Ce sera le dernier samedi du mois de mars. Donc, ce sera le 26 mars. Ensuite, il y aura le dernier samedi du mois d'avril, mai, et ainsi de suite. Pourquoi on met des bouchées doubles? Parce qu'il va y avoir le Ramadan al-Karim, et l'Aïd Sghir. Et l'Aïd Sghir, il va falloir qu'on mette des bouchées doubles pour donner un maximum de jouets aux enfants. C'est la fête de l'enfance, par excellence, en fait, l'Aïd Sghir. Exactement. Les enfants sont habillés, ils ont droit à des cadeaux et ils sont chouchoutés, effectivement, et ce serait bien de coïncider avec cette date également. Surtout ceux qui ne passent pas l'Aïd en famille, qui sont hospitalisés pour une raison ou pour une autre, et donc on se doit d'avoir un regard pour eux, et qui mieux est que les enfants. Ce sont des enfants qui vont aller voir d'autres enfants au niveau des hôpitaux pour leur remettre les jouets à partir de l'idée originale, à partir du plastique qu'ils auraient collecté en amont au niveau de leur domicile respectif. Avec le recul de ces 3 éditions, donc d'une bouteille à la terre, que pensez-vous de l'implication des parents, des enfants à cette initiative? Très sincèrement, je pense que les enfants sont en avance. C'est pour ça que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est en direction des générations futures. Nous, les adultes, on est tordus.
Et le constat, il est flagrant. C'est parce qu'on est tordus, nous autres adultes, que nous sommes confrontés à cette nouvelle colonisation plastique. Les enfants, dès qu'on leur explique, ils sont très réactifs. On l'a vu dans le reportage. Ils vont corriger les parents. Ils vont corriger les parents. Ils vont corriger leurs parents, effectivement. Ils aiment bien la nature, ils ont profité, ils ont fait de belles balades en mer, même si la météo n'était pas très clémente, mais en début d'après-midi, il y a une très belle éclaircie. Ils ont fait une balade. Ils ont eu à constater aussi, hier, il y a une grave pollution de la baie d'Alger par une grosse flaque d'huile. Donc, ils ont posé des questions et les animateurs étaient là pour expliquer aussi ce qui s'était passé dans la baie d'Alger. On les a vus très à l'aise au micro de notre collègue, donc Raouf, et ça dénote un peu de l'éveil de ces petits-enfants. Ça veut dire que les cours aussi, donc à l'école, ça profite quand même. Et vraiment, on a senti leur implication. Je pense que vous leur avez d'abord offert un atelier de valorisation des PET, donc avant la balade, donc ils ont eu quand même des instructions et tout. Alors, il faut savoir une chose. Depuis un certain nombre d'années, depuis une vingtaine d'années, les programmes en matière de sensibilisation, d'éducation à l'environnement du système éducatif algérien sont plus performants. C'est à souligner. Après, cela dépend des chefs d'établissement scolaires. Il y a des établissements scolaires, que ce soit dans le public ou le privé, qui nous contactent pour des ateliers spécialisés, pour des sorties aérées, et on est très réactif. Les week-ends, on s'occupe avec ces enfants. Donc, les programmes scolaires sont plutôt mieux ficelés que ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années. Ensuite, les enfants sont bien outillés. Ils aiment bien la mer, donc on leur explique. On fait l'atelier, en fait, est très simple. Hein. Le premier élève ou enfant enlève l'étiquette. Le deuxième, ce bouchon. Le troisième, l'anneau. Et le quatrième écrase la bouteille. Et quand on voit le devenir de ce plastique, il y a des bassines. Ils ont jeté en fait les bouchons dans une bassine qui avait été recyclée. elle-même, et donc ils le comprennent très vite. Et il y avait quelques adolescents à qui on a expliqué que ce petit bouchon peut, s'il est bien pris en charge, au niveau mondial, bien entendu, pour éviter des conflits. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Vous avez le prix du baril de gaz et du baril de pétrole et du mètre cube de gaz qui explose. À la base, ce bouchon est réalisé à partir d'hydrocarbures. Donc, si on crée un protocole du domicile vers le recycleur, on va pouvoir économiser des barils de pétrole, des mètres cubes de gaz que l'on va laisser pour les générations futures et leur donner par là même un capital pour pouvoir assurer le développement local du pays, donc de l'Algérie. Et donc ces enfants ont bien compris la chose, ils ont compris que ce bouchon avait de la valeur. Il n'est pas si anodin que cela, mais il avait de la valeur, oui, voilà. Tout à fait. Mais il suffit juste de leur expliquer et qu'après, il y a une activité ludique, ensuite une découverte de la nature à travers la magnifique baie d'Alger, et en général, ça marche. Et vous avez profité de la présence des adultes. Parce que les parents ne viennent pas, les enfants ne viennent pas seuls, ils sont accompagnés des parents qui eux aussi ont participé à l'action. Alors, ils ont participé à l'action à travers, les parents qui sont plongeurs, c'est tout à fait normal. Les autres, ceux qui étaient plutôt, entre guillemets, terrestres, Feliabissa, on leur a donné une paire de gants, parce qu'il faut protéger, il y a des normes quand même, on évite d'exposer, que ce soit les enfants ou les adultes, à des accidents, des pinces, et ils ont été à travers la zone rocheuse. Vous savez que dans chaque port, il y a une zone rocheuse qui est là pour casser les vagues et disperser l'énergie hydrodynamique. Et donc, avec ces pinces qui font à peu près 1,20 m, ils ont été chercher des petites canettes en aluminium, des bouteilles en verre, coincées entre les rochers. Ils les mettaient dans des sacs et le produit a été... On l'a vu, hein, il y a eu un tas, il y a eu quelque chose comme 3 mètres cubes de déchets récupérés, ce qui est quand même une bonne action, malgré une météo très défavorable. Hein. Oui. Le matin, il pleuvait. On s'attendait à avoir pratiquement peu de monde, mais finalement, ça a été plutôt une réussite. Toutes les personnes étaient au rendez-vous. Voilà. Et il y a un autre rendez-vous, on le dit, on le donne, c'est samedi 26 mars. J'espère qu'il y aura encore plus d'enfants, plus de monde. Voilà. Et une journée peut-être clémente, comme vous dites, une météo clémente pour une journée ensoleillée, pourquoi pas, pour bien voir le fond marin. On va demander de la pluie le soir et vers 6 h du matin, un calme plat pour nos enfants. Voilà, vous avez cité les récits
récifs, ces rochers, etc., vous, en tant que plongeur et membre de l'association Récif, justement, vous savez que ce sont en fait des habitacles pour la faune et la flore marine. Donc ça aussi, c'est à protéger. C'est à protéger. Vous savez, Récif, c'est l'association, c'est la contraction de recherche, information et formation subaquatique. C'est pour ça que nous travaillons avec l'École supérieure des sciences de la mer d'El-Ibrahim et on l'a vu avec le professeur Yassine Hamdan de l'Université de Babzouar, hein, le laboratoire de géosciences marines. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre projet de récif artificiel qu'on appelle gentiment le LPP, le logement pour poissons, Oui, le logement pour poissons. Et donc, nous avons aussi un partenaire qui est un cimentier d'envergure internationale. On est en phase 2, c'est la prise de vue sous-marine, ce sont l'étude de la bathymétrie, où est-ce qu'on va poser ces récifs artificiels. Bien sûr, il y a un dossier à monter, il y a des autorisations à avoir. En fait, on va immerger des structures en béton, de logement pour poissons, et capter. Il va y avoir des concrétions, des algues, les poissons on va cibler. En fait, c'est une construction et en fonction des poissons, des espèces ciblées, on va leur construire du logement. L'habitacle qui correspond. Voilà. Oui. Et ils vont venir, ils vont se marier, ils vont faire des enfants. Absolument. Et voilà. Et ils vont pouvoir donner une seconde vie à la magnifique baie d'Alger. Et donc, à un moment donné, ce sera une zone protégée. Il y aura une telle, on l'espère, une densité de poissons que les poissons vont migrer, aller ailleurs, au plus grand bonheur des pêcheurs. On va créer en fait une nurserie et qui, en se développant, vont donner un peu plus de poissons à la région. Voilà, c'est l'effet tampon contre toutes ces agressions que vous combattez au quotidien dans l'association, effectivement. Et pour ce faire, on forme des plongeurs, mais on forme aussi des plongeurs parmi les étudiants en sciences de la mer, toutes spécialités qui ont fondu, que ce soit en chimie marine, en halieutique, en océanographie physique. Et tout ce beau monde fait que les week-ends, ils sont très actifs. On l'a vu avec Ahlama, que nous saluons, Younes et d'autres. Ce sont des études qui sont mises à profit des collectivités locales. Hein. La direction de la pêche de la wilaya d'Alger est très contente d'avoir une étude sur la baie d'Alger. Oui. C'est une étude qui est faite de manière citoyenne au profit de des différents laboratoires de recherche. Voilà, on rappelle que nous parlions à l'instant de cette très belle initiative, 3e du genre, donc c'est la 3e édition d'une bouteille à la terre qui a été organisée du côté de Tamenfoust et qui se reproduira encore le 26 du mois de mars. Ce sera la 4e édition, le 26 mars. Voilà, le rendez-vous est pris dans 15 jours. Dans 15 jours, ça ne fait pas beaucoup, et donc j'espère qu'ils seront nombreux à rejoindre cette petite locomotive qu'on appelle Récif, votre association. Ils vont nous ramener des bouteilles, et ces bouteilles seront recyclées. On va faire du troc et récupérer des jouets et les donner. Ramadan arrive très vite. Hein, donc et voilà, ça permettra à vos petits bambins de faire une belle balade en mer en échange de 20 bouteilles collectées. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ce journaliste et également donc écologiste infatigable. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et bon vent, on dira. Voilà. J'espère que ce seront de c'est de l'énergie le vent. Hein. Oui, donc voilà, c'est bon. Absolument. Un vent clément en tout cas. Le 26 est bien après. Merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Donc notre émission se poursuivra dans un moment avec la présence de Yezid Ait Mahidine pour sa chronique. Restez avec nous. C'est parti.
Bonjour, bonjour et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Il est 8h32 à Alger et tout de suite, rendez-vous est pris avec Yazid Eid Mahidine pour sa chronique où l'on va retrouver ses coups de cœur et ses coups de gueule aussi. Bonjour Yazid. Bonjour. Ça va? Ça va, il pleut aujourd'hui, ça va, ça se passe bien. Hala, comme on dit, baraka. Voilà. Oui, on est content de sortir nos parapluies et puis même pas, on est content de sentir la pluie sur nos visages le matin. Et chanter sous la pluie. Oui. Singing in the rain. Singing in the rain. Alors, une fois qu'on a singé ou chanté sous la pluie, Yazid, donc on va découvrir avec vous nombreux d'événements, aussi nombre de personnalités, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc, hier, sous une pluie, sur la baraka de cette pluie, donc signe de fécondité, de fertilité, je vais vous raconter donc l'histoire d'un grand monsieur qui s'appelle Igil Magn Hovdelag. D'accord. L'histoire commence pendant la Révolution. En fait, c'est un Algérien qui s'appelle Mohamed Shrif Sahli, qui était représentant du FLN dans les pays scandinaves, et il a essayé de prospecter dans les milieux de sympathie, dans les réseaux de sympathie qui étaient un peu sympathisants de l'idéal novembriste et de la révolution algérienne. En fait, donc, dans ce milieu, il a essayé de prospecter et de ramener pas mal donc, de libéraux, de chrétiens, de gauchistes et d'esprits libres pour sympathiser avec la révolution algérienne. En fait, des amoureux de la justice. Voilà, en fait, ces hommes et ces femmes éprises de liberté et de justice, il y avait un prolongement, en fait, après l'indépendance d'Algérie. Ces hommes-là, ils ont commencé également à adhérer à l'idéal de la reconstruction du pays. Très bien. Ça s'est passé à Benaknoun en 1963, où beaucoup d'associations et d'ONG sont venues pour soutenir l'élan de la reconstruction du pays, dont Mustafa Müller, Rainer Holzinger et l'association Quaker, qui c'est une ONG soutenue par l'agence norvégienne du développement. C'est vrai qu'Alger était devenu une plaque tournante des révolutionnaires, mais aussi un lieu très cosmopolite. En fait, l'Algérie était devenue cosmopolite à l'indépendance. Ces gens-là se sont réunis à Benaknoun en 1963 dans l'association Quakers, et même le comité Nobel a mis la main à la poche pour soutenir ces actions de reconstruction, ces actions. Ils ont choisi en fait le site, c'est dans la région de Ouessif, où Igil Hovdenak donc, a essayé d'hiérarchiser les priorités dans la santé, la scolarité et l'eau. Ouessif qui est quand même une région assez enclavée. On n'est pas dans le littoral. C'est à 30 km du sud de la wilaya de Tizi Ouzou. De Médéa aussi, on n'est pas loin. Dans la région c'est à 30 km de la région, au sud de la région de Tizi Ouzou. Donc Hovdenak avec les Quakers se sont installés en 1963. Ils ont commencé leur travail. Simplement, ils ont une philosophie. On n'est pas venu pour faire de la charité, on n'est pas venu pour donner, mais on est là pour travailler avec les citoyens et avec surtout les autorités et la daïra d'Ouessif, la commune d'Ouessif, la wilaya de Tizi Ouzou, bien sûr, et le gouvernement algérien. Et c'est là qu'ils ont commencé à raccorder plus de 28 villages à l'eau courante, donc à l'eau potable et à l'alimentation à l'eau potable, à travers la construction de châteaux d'eau. Par la suite, ils ont également construit avec les citoyens des centres de formation de couture pour les filles, parce qu'il y avait beaucoup de filles qui ne pouvaient pas aller à l'école. Qui n'accédaient pas au savoir durant la colonisation, effectivement. Parce qu'il y a eu non seulement les pesanteurs archaïques, mais aussi les moyens. Il n'y a pas de transport, etc. Et tout. C'était juste appauvri par la guerre, oui. Juste après l'indépendance et les conséquences de la colonisation. Donc, ils ont réussi tout ça jusqu'en 1989, où ils sont partis, donc jusqu'en 1969. Par la suite, ils sont revenus pour des séjours touristiques. Donc, ils ont fait tout ça. Et vous avez cité un nom en particulier, Yazid, au commencement. Et il y avait un livre édité par Dailyman, par les éditions Dailyman, le livre intitulé
à mes amis de la montagne. Donc le Igil Ovdenak rend hommage en fait à ses amis de la montagne. Il a été à la rencontre plusieurs fois. Et hier, donc et vendredi passé, c'est son fils Ar Ovdenak, lui qui est né, qui a vécu 5 ans dans un village qui s'appelle Zoufga, dans la région des Ouassif, et il est revenu sur les traces de son père et sur les traces de son enfance. Et là, il a remplacé son père pour la vente dédicace du livre à mes amis de la montagne. C'est un événement qui a été organisé par l'association du Salon du Livre Amazir de Ouassif, avec Oussales, qui est l'un des acteurs du film Ma Chahou et la montagne de Maya. Il y a aussi Monsieur Lassab, il y a aussi le troisième, bien sûr, le grand linguiste, Halwan, voilà. Oui. Donc on le voit ici, il est devant sa maison, donc là où il a vécu, donc du côté tout un panel d'intellectuels. Voilà, donc il y a eu toute une présence ici. Bien sûr, il y a eu l'ambassade de Norvège, et là, il revient un peu, il prend un peu une séance photo pour se remémorer et pour un peu vivre un peu dans l'ambiance des années 60, là où il était à l'école. Et là, c'est chez lui, donc il revient un peu sur les traces. Et là, ils lui ont offert aussi un tableau de son père, un tableau de Igil Ovdenak. Donc voilà en fait cette journée qui s'est achevée par J'imagine que c'était une rencontre très conviviale en même temps. Oui, il y a eu le couscous, il y a eu le you-you, il y a eu, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, Deliman a ramené 43 43 exemplaires. Ils ont été expirés. Et puis, il y a eu beaucoup de frustrés. Les pauvres, ils n'ont pas pu avoir cette dédicace. Mais elle a promis qu'elle va encore envoyer d'autres exemplaires. Voilà. Oui, c'est un pan de l'histoire de cette région, donc il était nécessaire de connaître. Donc j'imagine l'intérêt que ça a suscité auprès de la population. Le fait qu'ils ont insisté sur que ce développement communautaire se fasse avec l'apport des citoyens. Ils ont formé des sages-femmes, des maçons, des ferrailleurs, des formateurs. Ils ont développé la culture du soja, ils ont la culture du tournesol, de l'apiculture. D'ailleurs, ils étaient rencontrés un apiculteur qui a développé plus de 100 ruches d'abeilles. Donc, en fait, il y a eu tout un travail qui a été fait. Les Norvégiens sont connus pour ça, des descendants des Vikings, ils vivent en harmonie avec la nature. Ce rapport, voilà. Il y a un peu un brin il y a quand même des similitudes, des ressemblances dans certaines... Il y a un brin de ces aurores boréales qu'on a retrouvé un petit peu dans la région de Zoufga et sur les montagnes de Durdura qui entourent toute la région. Enfin, Ouassif, elle est au pied de la montagne de Durdura. En fait, c'était un petit coup de cœur pour ce livre à mes amis de la montagne. Très intéressant, oui. Et puis voilà, on est à J-2 de la célébration de la journée de lutte des femmes. Oui, lutte des femmes, et puis je voulais dire les femmes qui riment avec Eureka. Oui, d'accord. Donc, le savoir. Le savoir et la science. Et j'ai essayé de faire ma petite recherche. Je trouve beaucoup de noms. Oui. Et puis la première, c'est Jamila. Jamila Louahed. Jamila Louahed, qui est qui est aux USA. Elle est au Leadwin Cancer Research. Elle a travaillé sur le vaccin antipalodique. Donc, nous savons que le paludisme tue plus de 500 000 personnes dans le monde, et elle a réussi à développer ce vaccin antipalodique. Il y a également un autre nom, Nora. Nora Berah, ça nous rappelle Mouni Berah de Asie Actualité. Oui, tout à fait. Les deux noms donc, nous font rappeler comme ça des personnalités quand même emblématiques de notre histoire. Oui, voilà. Nora Berah, qui a fait l'USTHB et qui est diplômée en physique en 1979, elle a réussi son doctorat en Virginie, donc à l'université de Virginie, et par la suite, elle est devenue professeure à l'université de Michigan en 1999. Elle est élue et membre de la prestigieuse Academy of
Physical Society. Ouais, donc physicienne. Voilà. À la base. Après, elle a été aussi dans l'American Association for Advancement of Science, et puis l'American Academy of Science, et puis elle a travaillé sur, écoutez bien, oui, je suis toute oui. La dynamique moléculaire, la science non linéaire qui utilise le laser à électrons libres de rayons X et la spectroscopie utilisant le laser de lumière à synchrotron. D'accord, donc vraiment on est dans la physique pointue. Ah oui, on est dans la nanotechnologie. Il y a également Nabila Aranim. Nabila Aranim, elle est astrophysicienne, chercheur au sein de l'Institut d'astrophysique spatiale CNRS de l'Université de Paris-Saclay. Et là, son eureka, c'était observer la matière cachée dans l'univers. Donc ce gaz qui constitue 40% de la matière de l'univers. Donc elle a réussi quand même à prouver l'existence de... C'est comme... D'une substance. Oui, c'est comme le trou noir qu'on connaissait, mais on n'arrive pas à le prouver. Et dernièrement, avec le laboratoire Vigo, donc ils ont réussi à le prouver. Elle a eu la médaille de bronze en 2015 au CNRS, et puis elle est au sein de la mission Planck. Elle ne s'est pas planquée. Hein. D'accord. Qu'en est-il de cette mission? À l'Agence spatiale européenne. Il y a également Meryem Merad. Meryem Merad, elle est élue à vie au National Academy of Science, NAS, donc en avril 2020. Elle est professeure en immunologie du cancer. Elle est directrice de l'Institut d'immunologie à l'hôpital de Mount Sinai de New York. Puis elle n'est autre que la fille. Rien que ça. Elle n'est autre que la fille du cardiologue Kherdin Merad et de Rachida Chiali, qui est professeure à la retraite de toxicologie. Il y a par la suite également une autre sommité, Yasmine Belkaïd, qui n'est autre que la fille du regretté Abou Bakr Belkaïd. Donc elle est membre et élue à vie à l'Académie nationale américaine des sciences pour les recherches dans le domaine de l'immunologie. Il y a également, donc c'est... Voilà, donc elle est dans le même domaine que... C'est Yasmine Belkaïd. Et puis il y a Karima Ait Issa, cancérologue. Ses travaux sont basés sur l'atténuation des troubles cognitifs induites par la radiothérapie. C'est le programme est financé par la Société américaine du cancer. Il y a également Nassiba Rahmoun, qui est professeur-chercheur en sociologie de la consommation. Et puis il y a Esma Béchir Bey, la plus jeune qu'on a reçue sur ce plateau et qui a développé un respirateur. C'était au moment du début de la pandémie. Du début de la pandémie. Elle est ancienne championne de l'événement du concours Tatawar 2021. Et on a beaucoup. Il suffit de chercher et on trouvera encore des sommités. Des pépites. On leur dit... Je dirais des pépites, on vous aime. On vous aime et... Fiers de vous. Fiers de vous, voilà. Fiers de vous, on vous aime. Et on ne dit pas la femme est l'avenir de l'homme. La femme est le présent de l'homme. Parce qu'on ne doit pas encore attendre. D'accord, oui, d'accord. Les femmes ne devront pas encore... Elles participent justement au présent. Oui, parce qu'on dit la femme est l'avenir de l'homme, c'est une chanson, etc. Mais finalement, il faut qu'elle dise qu'on est le présent de nous-mêmes. Elle existe par elle-même, effectivement. Voilà. En tout cas, c'est un très bel hommage que vous rendez à la femme de manière générale, Yazid, à travers toutes ces figures, ces noms qu'il faut absolument retenir. Mais on ne doit pas dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, parce que la vie n'est pas faite de beaux discours, en fait. Oui. Parce que la réalité est autre. Oui, elle n'est pas rose comme votre pull vert. Saïd Wahdoum. La réalité n'est pas toujours rose, effectivement. Absolument. Et il y a eu donc une pensée déjà à toutes les femmes victimes de féminicide, de violences, notamment notre collègue... oui, la journaliste... Tinhina Lasseb, et à travers ce visage angélique, on doit rendre hommage à toutes les femmes qui ont été victimes, parce que la violence faite aux femmes commence déjà dans la cellule familiale. Effectivement. Donc si dans la cellule familiale les choses ne vont pas bien, il y a toujours cette violence qui s'exerce, que ce soit verbale, physique,
et comportementales, etc. Ça peut se reproduire, ça peut être aussi un motif à reproduction auprès des plus jeunes. Oui, il y a aussi il y a aussi du chantage, il y a beaucoup de formes de violence à l'intérieur du foyer, et il y a aussi au milieu des foyers où il y a le divorce. Beaucoup de violence, etc. Il y a aussi des formes d'harcèlement que subissent les femmes actuellement et qui sont dénoncées à plus d'un niveau, hein. Harcèlement moral, au niveau déjà, professionnel. Il y a au niveau des foyers, il y a également dans la rue. On le sait, dans la rue, donc il suffit de faire une expérience et de marcher et de voir que ce soit... Non, vous, il faudrait se déguiser en femme. Oui, verbal, etc. et tout. Donc, voilà, il y a eu même beaucoup d'agressions qui ont mené à la mort, en fait. Il y a beaucoup d'agressions, on le sait. Et à chaque fois, il y a cette comptabilité macabre d'actes de violence qu'on ne cesse de répéter, de répéter, de répéter. Mais heureusement qu'il y a la loi et beaucoup de ces actes, de ces présumés ou de ces acteurs et ceux qui ont commis ces violences sont en prison. Absolument, heureusement que voilà. Il y a la loi et on demande aux femmes aussi d'avoir le courage de dénoncer aussi ces violences, et parce qu'il y a aussi on peut consulter, il y a des numéros de téléphone, il y a des cellules d'écoute au niveau du ministère de la Solidarité. Il y a aussi le réseau Wassila qui a son numéro de téléphone, le 021 93 03 03, c'est une cellule d'écoute. Et puis il y a aussi la violence dans le milieu professionnel. Aussi la violence dans le milieu professionnel. C'est pas uniquement dans notre pays, mais à travers le monde, même dans le monde du cinéma, tout le monde connaît MeToo. Oui, donc qui a touché même les grandes stars de Hollywood. Donc voilà, en fait, cette violence, elle s'exprime un peu partout, que ce soit dans les foyers, dans la rue et dans le milieu professionnel. Mais c'est vrai que voilà, l'acte abject dénoncé par les médias tout récemment contre cette jeune artiste qui a marqué les esprits ces derniers temps, qui a un petit peu ému les journalistes, les artistes de tous bords, en fait. C'est ça qui a dû être le déclic pour vous, j'imagine, Yezid. Oui, en fait, oui, c'est ça. Il y a eu tout ça. Et puis, on ne va pas attendre le 8 mars pour dénoncer ou pour parler de la femme. En fait, on doit le faire d'une manière systématique, c'est-à-dire que ce soit un réflexe quotidien de dénoncer et de saluer s'il y a aussi des avancées. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que je voulais développer à travers la rubrique d'aujourd'hui et puis appel aux artistes. Et puis Dieu sait, c'est une femme qui le dit ce matin, c'est que la femme est extrêmement généreuse. Si on est bon avec elle, elle peut vous donner le monde tout, voilà, décrocher pour vous le monde. Et c'est ça, donc faire confiance au stade. Voilà. Elle est généreuse, hein. C'est pas assorti. Voilà. C'est Yazid. En fait, il y a aussi la politique de genre aussi, parce que chaque société, chaque entreprise doit aussi avoir sa propre politique de genre pour lutter contre ces discriminations et permettre à la gente féminine d'accéder à travers sa compétence, à travers sa singularité. Il faut tout de même saluer le fait que l'Algérie n'est pas justement ce pays où sévit cette ségrégation à l'échelle salariale, par exemple. Donc la parité salariale existe chez nous, donc la femme et l'homme, voilà, dans le milieu professionnel, c'est pas mal. Parler un peu il faut dire que des pays européens ne pratiquent pas encore la parité, c'est ça qui est choquant. Oui, il y a des pays qui nous envoient des signaux comme ça, de pays modernes, etc. Mais dans la réalité des choses, c'est vrai. La femme est en dessous de l'homme en ce qui concerne justement l'échelle des salaires. Hein. Oui. Et l'accès justement aussi aux postes d'influence, etc. C'est en hausse en tout cas chez nous. Ça évolue. Oui. Ça évolue. Ça évolue, mais bon, on doit mettre le point sur les choses
qui dérange en fait. Il faut toujours ne pas rester dans le développement de beaux discours. Voilà. Des discours beaux et émouvants. Elle nous a habitués justement à nous en servir à travers son répertoire musical. Il s'agit de Samira Brahmia, donc on se rappelle un petit peu de sa première chanson, donc qui était un hymne à la femme justement pendant la période pas coloniale, je dirais la décennie difficile. Donc c'était un cri féminin qui a marqué les esprits. Aujourd'hui, elle nous chante, elle nous interprète. Moi, je connais juste la chanson Oh Yantia ou Ala Chantia. D'accord. De Chao. Chao, Abdelkader, oui. Voilà. Chao Abdelkader. Et puis Samira Brahmia. Excusez-moi. La basse عليك. Un petit chat. Oui, le temps que l'eau arrive, on va écouter ensemble Samira Brahmia. Voilà. She had to change the minds. Now the color of her face didn't give up the fight. She really had the grace. Times change and brought the appetite. Townships were closed, men thrown in jail. She had to live and see the story of her glorious land. The African dream will one day people understand. And her name was
merci d'être parmi nous ce matin du 6 mars 2022. Mesdames, Messieurs, tout de suite, une autre séquence avec laquelle nous avons plaisir de recevoir Madame Kheloufi Nawel, qui est chargée d'études et de synthèse au ministère de la Poste et des Télécommunications. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Ravie de vous retrouver. Ravie d'être parmi vous. Ça va? Vous avez un peu transpiré pendant justement le trafic routier qui vous a un petit peu freiné. Tout à fait, oui. Mais bon, fort heureusement, vous êtes parmi nous enfin, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, merci. Voilà pour parler d'une très belle initiative, 22e édition du concours national de la composition épistolaire. C'est bien cela? Tout à fait. En fait, cette composition, ce concours national de composition épistolaire est organisé annuellement par le ministère de la Poste et des Télécommunications en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Ce concours, l'organisation de ce concours rentre dans le cadre de la préparation de la participation de l'Algérie dans le concours international de composition épistolaire organisé annuellement par l'Union postale universelle. Oui. Voilà. Donc l'Algérie a coutume de participer à cet événement planétaire. Tout à fait. Et bien sûr, voilà, les meilleurs, la crème de la crème est sélectionnée d'abord en national. C'est bien cela? Tout à fait. D'ailleurs, la première lettre qui va se distinguer lors de ce concours va représenter l'Algérie dans ce concours auprès de l'Union postale universelle. Voilà. Donc lors de cette épreuve internationale. Et concernant en fait le thème de cette édition, il est lié en fait au changement climatique. Oui. D'ailleurs, il est demandé aux enfants souhaitant participer dans ce concours de rédiger une lettre adressée à une personne influente pour lui expliquer comment et pourquoi elle devrait agir face au changement climatique. Voilà, donc les enfants sont un petit peu informés au niveau des écoles qu'ils doivent rédiger des lettres, qu'ils doivent choisir une personnalité nationale ou internationale, peu importe, n'est-ce pas? En fait, concernant la clarification des termes et des concepts qui composent le thème que je viens de citer, qui est le changement climatique, en fait, nous avons élaboré une fiche conceptuelle portant la clarification et la définition de l'ensemble des termes et des concepts qui sont introduits dans ce thème. Oui. Et je cite à titre d'exemple la définition du changement climatique, la définition la définition de la personne influente. Nous avons également donné dans cette fiche conceptuelle, à titre d'orientation, quelles sont en fait les actions que l'enfant pourra proposer pour faire face au changement climatique. Toutefois, je voudrais en fait préciser que cette fiche conceptuelle n'est qu'un guide ou bien une fiche d'orientation pour les enfants afin qu'ils puissent appréhender le sujet convenablement, puis il est laissé libre cours à leur imagination pour en fait exprimer leurs pensées concernant les raisons et les moyens de faire face au changement climatique. Voilà concernant en fait le thème et concernant en fait les moyens de communication et de sensibilisation que nous avons menés au profit des enfants. En fait, dès le premier jour, dès le lancement de cette épreuve, nous avons opté pour une communication intense. D'ailleurs, nous avons publié ça sur notre page Facebook, donc pour informer. Nous avons également communiqué via notre site électronique du ministère. Nous avons également en fait élaboré des spots, réalisé des spots d'information. Le site, on devrait quand même le rappeler pour ceux qui prennent le train en marche et qui n'ont pas encore eu écho de cette initiative. Donc ils peuvent toujours s'imprégner des modalités à travers le site, donc www.impt.gov.dz. Voilà pour le site du ministère. Et concernant donc, si vous permettez, concernant le... Excusez-moi. Je vous en prie. Une quinte de tout m'a gagné ce matin. Espérons qu'elle me lâche. Allons-y. Oui. Donc, nous avons également réalisé des spots d'information pour toucher le maximum de parents et d'enfants qui sont actuellement en passage continu sur les chaînes de l'EPTV. Également, nous avons actuellement, nous menons des campagnes de sensibilisation et d'information de proximité au niveau des établissements scolaires en collaboration avec le secteur de l'éducation nationale pour en fait encourager de près les enfants à participer dans cette
épreuve et leur expliquer l'importance de leur participation. Voilà, l'importance de leur participation, c'est aussi le développement de leur capacité rédactionnelle, n'est-ce pas, et aussi leur capacité d'expression, leur capacité donc de composer un texte, de le rédiger, de l'imaginer, c'est ça? Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'encourage à partir de là tous les parents à en fait inciter leurs enfants à participer dans ce concours, parce qu'en fait cette épreuve constitue une occasion propice pour faire renaître tout d'abord l'art de la composition épistolaire et puis aider ces enfants à renforcer leur capacité rédactionnelle, à s'exprimer ou à exprimer leurs idées via la maîtrise de l'utilisation des mots. Aussi, ça leur permet de les émanciper dans la voie du savoir et de la recherche, étant donné que chaque année vient avec un thème nouveau qui nécessite de la recherche afin d'avoir sa maîtrise. Et puis, cette épreuve permet également en fait de montrer ou de mettre en exergue le rôle que jouent les services postaux voilà, aujourd'hui dans notre vie. L'expédition des lettres, entre autres, qui a son charme, sa magie, effectivement. Tout à fait, la magie de la chose. Tout à fait. C'est vrai, à pouvoir écrire une lettre et l'envoyer jusqu'au bout de la terre, et qu'elle parvienne et qu'elle émeuve et qu'elle déclenche comme ça une réaction auprès de celui qui la reçoit, ça va être très intéressant, j'imagine. Tout à fait, je pense que nous avons notamment besoin de ça, notamment dans cette ère d'avancée technologique et qui nous laisse un petit peu s'éloigner de plus en plus de la lettre et de la composition épistolaire. Donc ce concours est une bonne occasion pour revenir à la magie de cet art de composition épistolaire. En tout cas, pour encourager les enfants, vous leur permettez d'envoyer leurs lettres sans timbre postal. Hein. Ils ne sont pas obligés d'acheter un timbre. Voilà, leur lettre va parvenir directement. Tout à fait. Et c'est un privilège, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons en fait facilité toutes les procédures liées à leur participation. À ce titre, comme vous venez de le citer, on n'a pas exigé le timbre. Puis, ils peuvent déposer leur contribution ou leur composition soit au niveau des bureaux de poste, soit au niveau de leurs établissements scolaires. Et puis, ils peuvent également déposer leur participation au niveau de nos services extérieurs, ou autrement dit au niveau des directions de wilaya relevant du ministère. Et puis, nous avons également dédié une voie électronique pour ceux qui veulent transmettre leur contribution à travers un courriel, qui en fait, si vous permettez, je vais citer le... Oui, bien sûr. Voilà, qui est en fait Risalati, voilà. Voilà, RI2SALATI 2022@impt.gov.dz. Voilà, donc il y a toutes les possibilités pour que cette lettre parvienne. Voilà, une lettre donc qui est permise à des enfants de 9 à 15 ans, c'est ça, il y a une limite d'âge. Hein. Tout à fait. En fait, ce sont les conditions liées à la participation dans ce concours. En fait, il faut que l'enfant il faut que l'âge de l'enfant soit entre 9 ans et 15 ans. Il faut que la lettre soit manuscrite dans une des langues nationales arabes ou tamazight. Aussi, l'enfant ne doit participer qu'avec une seule lettre. Il doit en fait s'en tenir strictement au thème de cette édition qui est lié au changement climatique. Comme la crise climatique est à l'avant, voilà, est en avant. Tout à fait. Et il doit en fait il ne doit pas dépasser 800 mots lors de la rédaction de sa composition. Puis il faut que la lettre comporte l'ensemble de ces éléments constitutifs, à l'instar de les coordonnées de l'expéditeur, donc le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'enfant, le numéro de téléphone de son tuteur, son établissement scolaire, sa wilaya de résidence, puis la date, le destinataire, la formule de salutation, le corps de la lettre qui ne doit pas dépasser 800 mots comme je viens de le citer, de le dire, et puis la signature de l'enfant. Voilà, ça lui apprend un petit peu à composer une lettre, tous les ingrédients donc nécessaires, donc adresser à un destinataire, signer une lettre, mettre une date, parce que c'est important de retrouver un courrier qu'on a écrit 10 ans avant ou 20 ans avant. C'est toujours un bon souvenir. Donc voilà,
qu'est-ce que met en valeur un tel concours pour les postes et télécommunications? Bon, en fait, nous tenons à représenter de prime abord l'Algérie auprès de cette épreuve internationale. D'ailleurs, c'est pour ça que nous menons toute cette campagne pour encourager les enfants à participer avec une participation de bon niveau. Et puis, nous visons également dans une vision ou dans une approche multisectorielle de renforcer la capacité de nos enfants et ce à travers ce jour de concours. Et puis, nous voulons également insister sur le rôle des services postaux qui restent indispensables malgré toutes les avancées technologiques. Oui, donc voilà, c'est quand même quelque chose de très bien. Cette participation à la 51e édition justement du concours international de la composition épistolaire. Donc voilà, au sein de, vous disiez, on me dit à l'antenne, en régie, qu'il y a une vidéo qu'on pourrait voir. Très bien, donc on va voir une petite vidéo concernant le concours et on se retrouve juste après. Ah oui, c'est le spot publicitaire. علينا وراهي غير تزيد. كيفاش راح تكون منا على سنوات؟ كيفاش راح تأثر على مستقبل ولادنا والطبيعة والتنوع البيولوجي؟ في 2040 يكون في عمري 26 سنة. وأنا 34 سنة. راني خايف. توحشت الشتاء. حبيت نحميو الغابات والحيوانات ونحميو المستقبل ديالنا. حبينا صوتنا يوصل. تنظم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية طبعة 2022 من المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل وإرسالها إلى شخص ذي نفوذ يشرح فيها أهمية وكيفية الحد من التغير المناخي. المسابقة مفتوحة لفئة الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 9 و15 سنة. ترسل الرسائل قبل 17 مارس 2022 أو تستقبل على مستوى المؤسسات التربوية. Voilà, une initiative, très belle initiative menée de concert avec le ministère de l'Éducation également, donc qui est votre partenaire, précieux partenaire pour cette grande opération. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons l'habitude d'organiser ce concours de composition épistolaire en collaboration ou en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale dès le début, dès la proclamation, dès le lancement du concours jusqu'à la proclamation des résultats. D'ailleurs, nous comptons Inch'Allah, lancer ou proclamer les résultats le 16 avril qui correspond en fait au jour la journée du savoir. Voilà, c'est la journée où l'on découvrira les gagnants, donc après une sélection sur 3 étapes, 3 paliers donc. Tout à fait, il y aura une première sélection au niveau des wilayas, puis il y aura une deuxième sélection au niveau régional et une finale au niveau national. Et là, les lauréats de cette épreuve seront primés le jour de la journée du savoir. Et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lettre qui va se distinguer et qui aura la première place sera envoyée à l'Union postale universelle afin de représenter l'Algérie dans l'épreuve internationale. Et Inch'Allah, on aura pourquoi pas avoir le... On va découvrir comme ça un talent caché quelque part. Donc si les parents qui nous suivent ce matin ont eu écho de cette initiative, sachez que vos enfants, s'ils excellent en arabe ou en tamazight, pourront participer. Et ils ont encore le temps jusqu'au 17 mars, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, voilà, il y a une date butoir, donc la deadline est pour le 17 mars. Tout à fait, donc le lancement du concours a été fait le 20 avril et nous continuons à recevoir les compositions et la participation des enfants jusqu'au 17 mars, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que vous avez le souvenir des précédentes éditions et des gagnants des précédentes éditions? Est-ce qu'ils vous ont marqué? Oui, en fait, nous avons des compétences franchement qu'il faut encourager. Et d'ailleurs, là, je profite pour dire qu'en début des années 80, l'Algérie a pu en fait avoir dans cette épreuve internationale la 3e position. Donc, c'est quand même, si
c'est vraiment quelque chose qui honore l'Algérie. Oui, ben on sera peut-être honoré cette année également par un élève ou une élève parmi les plus brillants. Merci infiniment pour cet éclairage. Madame Kheloufi, vous vouliez rajouter quelque chose? Tout à fait, je voudrais juste préciser que lors de cette édition, nous avons ouvert pour la première fois la chance aux enfants aux besoins spécifiques pour participer dans cette édition et ce, à travers l'utilisation de leurs moyens de communication à l'instar du braille pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Voilà. C'est excellent. Tout à fait. C'est excellent. Donc, vous n'excluez aucun enfant pourvu qu'il ait entre 9 et 15 ans d'âge. Voilà. Tout à fait. Merci pour cet éclairage, Madame Kheloufi Nawel. Je rappelle que vous êtes chargée d'études et de synthèse au ministère de la Poste et des Télécommunications. Vous étiez parmi nous à l'effet, justement, d'annoncer ce concours national et également international par la suite. Donc, concours national de la composition épistolaire. Donc ça se passe jusqu'au 17 mars si vous avez raté un petit peu le train au départ. Merci infiniment encore une fois. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Donc dans un petit moment, vous retrouverez Mariam Moussaïd pour sa rubrique consacrée à l'espace vert par excellence. Et puis aujourd'hui, elle s'intéresse particulièrement à l'osier. Mais avant, allons un petit peu vers ces espaces verts à travers la découverte de cette pépinière située à Tipaza et puis visitée pour nous par Samia Bouharour. Et c'est parti. Créer sa propre pépinière a toujours été le rêve de Mohamed Serhan. Un rêve qui s'est concrétisé grâce à sa volonté et ses idées innovantes dans le domaine de l'ornemental. Et c'est ici à Tipaza qu'il a choisi d'installer son coin vert et fleuri. J'ai grandi dans une maison dotée d'un jardin et j'ai aidé ma mère dans ses plantations. Lors de mon premier voyage, je me souviens, en Europe, la première des choses que j'avais achetées, c'était les graines et les bulbes. En 2002, je me suis lancée dans ma passion. J'ai une cinquantaine de livres sur les plantes, je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches sur Internet pour mieux connaître ce domaine. J'ai réussi à cultiver différentes variétés que beaucoup importent maintenant. Mohamed utilise plusieurs méthodes de développement des différentes variétés de fleurs d'ornement. Bouturage, semis de graines et surtout l'hybridation naturelle. Les techniques, il y a toujours la production, la quantité. Les nouvelles techniques nous aident beaucoup dans la production. Pour accélérer par exemple le processus de développement des plantes, connaître le traitement des maladies, assurer un climat adéquat. Et ça se fait aussi après une étude de sol. D'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver un laboratoire pour effectuer des analyses de sol spécifiques pour l'ornemental. Aujourd'hui, il arrive à cultiver plus de 200 variétés grâce à son expérience, notamment le sérinaire, géranium, bégonia, sans oublier les roses. Des variétés qui sont très demandées sur le marché du détail ou du gros. Concernant les roses, d'ailleurs c'est les plus demandés par les Algériens et à coût abordable, au lieu d'utiliser les anciennes méthodes, on opte pour le bouturage, en choisissant le sol adéquat bien sûr, le climat et en utilisant des serres pour assurer une meilleure production. Selon Mohamed, il est plus que nécessaire aujourd'hui d'introduire les nouvelles technologies dans ce domaine, notamment l'hybridation moléculaire, la multiplication in vitro, mais surtout la disponibilité des labos spécialisés dans ce domaine pour assurer la qualité et la quantité. Grâce à l'hybridation naturelle, on peut obtenir une très grande variété de couleurs, comme cette plante-là. Son souhait aujourd'hui est de transmettre son savoir-faire afin de développer davantage cette filière prometteuse à travers la formation.
Voilà, Mariam Moussaïd vient de nous rejoindre et elle a bien reconnu la pépinière que vient de nous présenter Samia Bouharoun. Bonjour Mariam. Bonjour. J'imagine que vous avez rendu visite à cette pépinière. Oui, généralement, je les ai presque toutes faites, oui, entre autres celle-là. Et en plus, c'est super beau, c'est le moment d'aller commencer. Ça prépare le printemps. C'est clair, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à penser à fleurir ses balcons, surtout les géraniums. On sait très bien que les géraniums offrent une panoplie de couleurs merveilleuses et surtout, généralement, surtout quand on s'éloigne, je le dis toujours, quand on s'éloigne un petit peu d'Alger, on trouve des prix très raisonnables, donc on peut faire de très très belles jardinières à des prix vraiment, on va dire, imbattables. Imbattables, et puis c'est le moment peut-être d'acheter son terreau pour rafraîchir un petit peu la terre au niveau des pots qui existent déjà à la maison. Tout à fait, oui, c'est vraiment la première chose à faire. Donc avant d'aller acheter, ou alors en même temps, si vous le faites. Moi j'ai appris la leçon, je vous ai suivi, Mariam. Donc c'est ça, surtout quand on dit jardinière, ça veut dire que c'est un balcon, donc plus le pot sera léger, et mieux ça sera. Et en même temps aussi, il ne faut pas se mentir, les plantes poussent beaucoup plus vite dans le terreau. Donc acheter en même temps et le terreau et ces géraniums, que ça soit aussi, généralement c'est toujours des saisonnières. Donc pour les géraniums, ce qui est sympa, c'est qu'on les aura pratiquement toute l'année, ça fleurit 2-3 fois. Par contre, pour les saisonnières, c'est pas grave, hein. on aura des fleurs pendant le printemps. Voilà, pendant 2 semaines à 3 semaines, c'est un bonheur. Et après, on refait. C'est ça, quand on aime, il faut prendre le temps. Absolument. Aujourd'hui, vous vous intéressez en particulier à l'osier, Mariam. Est-ce que l'osier fleurit? Alors, l'osier, oui, fleurit. Effectivement, oui, ça fleurit. En fait, c'est un petit peu comme le roseau. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment une idée précise, étant donné que c'est assez rare qu'on s'approche comme ça des bords de rivière ou tout. Bon, pour les gens qui ont cette chance-là, ça va, ils doivent connaître l'osier. Mais ça ressemble, c'est un cousin du roseau. Du roseau, effectivement. Et on sait très bien que le roseau fleurit, donc généralement, ils ont toujours la floraison déjà pour la reproduction. D'accord. Voilà. Sauf que j'ai l'impression que l'osier est un peu plus solide que le roseau. Beaucoup plus solide, beaucoup plus flexible aussi. Donc, d'où son utilité. Donc, sa grande flexibilité fait qu'on peut en faire des objets alors de différentes formes. Vraiment, on peut pratiquement tout en faire, pourvu qu'on ait l'art et le savoir-faire de travailler cette plante. Et aussi, elle a aussi énormément de qualités, en fait, comme le roseau. Donc, ils ont ces deux qualités en commun, c'est que ce sont des plantes pratiquement imputricibles. Donc, du moment déjà que ce sont des plantes de berge. Étant donné que c'est des plantes de berge, donc ce sont des plantes qui supportent facilement et l'humidité et l'eau aussi. Donc, même si par exemple on les mettra dans des endroits humides, donc les objets en osier resteront intacts. Donc, il n'y aura pas d'attaque ni ça pourrira pas. Ça n'aura pas de moisissure non plus. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ces objets-là. Voilà. Et si on est producteur, par exemple, de mobilier ou de vannerie à base d'osier, est-ce qu'on a tendance à favoriser le développement dans notre région de cette plante, ou est-ce que on va l'accueillir naturellement? Alors, c'est ce qui se faisait autrefois. Donc, c'est ce qui se faisait. Donc, c'est qu'ils allaient chercher leur matière première eux-mêmes. Donc là, je parle de Tizi Ouzou, c'est cette région-là où j'ai été faire le portrait. En fait, autrefois, on va dire leurs ancêtres allaient au bord des rivières et le cueillir, le travailler. Sauf que de nos jours, non. Qu'on le veuille ou non, tout nous rattrape, la modernité, la mobilité, donc tout est plus facile. Donc l'osier, par contre, maintenant est importé. Donc c'est tout simplement aussi parce que les rivières ne sont plus, il n'y a plus autant de pluviométrie qu'autrefois. Donc ce sont des rivières qui ne sont plus aussi, on va dire, abondantes qu'autrefois. Et hélas, donc même pour l'osier, il ne pousse plus aussi abondamment qu'autrefois. Donc solution je vais dire solution de facilité, il faut bien travailler, il faut bien continuer donc ce métier. Ce qu'ils font, c'est qu'ils l'importent et il est de très 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 bonne aussi qualité. Donc il est beaucoup plus fait, on va dire que son travail est assez un peu on va dire un peu plus simple. Ça demande quand même moins de travail parce que de descendre, d'aller, de le couper, de le faire sécher, c'est vraiment énormément de travail. Donc c'est assez simple maintenant. Oui, ce sont des spécialités asiatiques, voilà, essentiellement. Donc les Asiatiques ont coutume justement de travailler l'osier et de l'exporter. Exactement. Donc le climat s'y prête pour eux pour faire la culture de l'osier. Donc et voilà, après c'est l'exportation, tout. Maintenant c'est les échanges, c'est comme ça que ça se passe de nos jours. Très bien. Vous avez cité un reportage, donc certainement que vous allez nous faire découvrir. Oui.
voilà, quelqu'un, la dextérité d'une personne, Exactement. probablement. Oui, donc c'est une famille donc, qui s'est transmis ce savoir-faire de père en fils. Et là, pour la suite, c'est de père en fille. Donc la dernière, on va dire, la dernière personne, l'héritière, c'est sa fille la plus jeune, donc Amel, on le verra dans le reportage, qui a pris le savoir-faire de son père. C'est vrai qu'il a pris sa retraite, donc Amel Ramadan a pris sa retraite, mais il est toujours là, toujours pour suivre de près sa fille et la guider dans les moindres petits soucis qu'elle peut rencontrer. Voilà. Ah oui, bah, je suis curieuse de savoir. Hein, on va regarder de ensemble. découvrir également, donc c'est parti. La vannerie est un métier ancestral que se transmet la famille Goumzienne. Ali Goumzienne, appelé Ramadan, a pris sa retraite depuis peu et laisse l'affaire familiale de fabrication d'objets en vannerie à sa fille Amel. La vannerie هذه عندك حياتي كاع فوتها فيها. اسمها تعلمت عند والدية عند بابا الشيخ وتربيت فيها للآن راني درك روتريتي ومازالني معها. تسمى علمت ولادي بنتي وكاين ثاني واحد اخرين اللي تزوجوا راهم في ديارهم بصح تعلموا الصناعه نتاعي دروك يقدروا يعني يعاونوني شويه كي تكون هكذا لا كوموند عندي يعاونوني شويه نتعاونوا مع بعضنا لازم الانسان ما يتقلقش يحط راسو للخدمه الا ما يعرفش كي شي حاجه فيها لازم يسقسي واحد اللي يعرف باش يجيبها سوا دروك الا تخدم يعني براسك هذاك ما تندرش هذيك سقسي واحد اللي يعرف يوري لك الطريق كيفاه اسم البيبان يعني محلولين كاع واحد اللي يعرف هاو كيما هذا السيد هذا اللي جبته اسمه يعرفني نخدم حوايج يعني حوايج كبار وكاين ثاني واحد اخر دروك مات الله يرحمه يقولوا له مزيان محمد مزيان هو يعني الشيخ نتاعنا. C'est un métier qui demande précision et minutie, sans oublier le côté créatif pour assurer les nouvelles demandes et surtout les nouvelles tendances de la mode. عندنا لا كوموند بزاف كل واحد ولا كوموند تاعو ماشي كيف واحد يقول لك دير لي 10 كيما هذه وكل واحد يقول لك دير لي 5 كيما كل واحد لي غوندول كل واحد والخدمه تاعو لا كوموند تاعو بيان سور ماشي كيما السوتر كيما الفراك لازم توجدي الفراك قبل السوت ايه باش ديريه كيما هنايا ها درنا الفراك هكذا ما تقدريش ديريه خشين شغل خسين ما تقدريش توسعيه هنايا لازم تفركيه باش يجوز هنايا في الحيط كي توجدي حاجه صغيره ماشي كيما توجدي حاجه كبيره كل واحد والمشحط تاعها كيما هذه الكور كيما هذه القنانو اسمها لازيتاجير كل وحده وخدمه تاعها ولوزي تاعها ساعات انا يعاونني بابا بيان سور هو يبدانا نكمل باسكو سي ديفيسي ما نقدرلهمش. À 71 ans, Amir Ramadan peut profiter de la quiétude de la retraite puisque la relève est assurée. Sympathique. La relève sympathique. Est assurée. La relève est assurée. Belle découverte. Donc, oui. Une belle découverte oui. On sent vraiment qu'elle est investie, qu'elle aime beaucoup ce qu'elle fait, autant que son père, hein, certainement. Voilà. Donc c'est dans la région de Azmour Mriem, donc ce village. Et il faut savoir que on connaît. Qléa est réputée pour la vannerie. Il faut savoir que c'est ces populations-là qui se sont déplacées vers Qléa. Il y a certaines personnes comme ça qui ont changé d'endroit et en fait ils ont amené avec eux leur savoir-faire et cet art ancestral qui s'est établi maintenant à Qléa. Voilà. Oui, Qléa qui dessert un petit peu Tipaza, Alger et nombre de régions limitrophes. Tout à fait. De la donc la région, on va dire, c'était Ebtronen. Oui. Donc de là-bas, ils se sont déplacés vers Qléa et donc l'une des familles les plus connues, c'est Moualed. Voilà, donc la famille Moualed. Très bien, donc les Moualed sont un petit peu les détenteurs de ce savoir-faire, un petit peu comme Benini et les héritiers de tous ces bijoutiers. Exactement. C'est bien, donc c'est une région où vraiment on est habile de ses mains. Donc
On a l'osier, il y a différentes qualités d'osier, donc oui, en fait, il y a différentes... à ne pas confondre avec le rotin, donc c'est carrément une... En fait, c'est un mélange. Le rotin, on va dire, additionné à la vannerie, ça donne les salons qu'on connaît, donc d'une très très grande valeur déjà. Il faut savoir que les prix sont on va dire... beaucoup plus élevés. Beaucoup plus élevés, pour la simple et bonne raison que ce sont pratiquement des dizaines, voire plus d'heures de travail. Et aussi, c'est vraiment un travail qui est très difficile parce qu'il va falloir le travailler le rotin, lui donner la forme exacte. C'est vraiment beaucoup on va dire de temps et de patience. C'est ce que nous disait donc Monsieur Amer Ramdan. Donc il nous expliquait que pour faire ce métier-là, la première des qualités, c'est être patient. Donc voir l'objet comme ça monter petit à petit, travailler pendant 2-3 jours par exemple sur un petit panier ou un petit lit de bébé. Donc c'est vraiment c'est vraiment du travail auquel il faut être imaginer patient. à la structure, à l'avance, la composer au fur et à mesure, lui offrir un petit peu cet aspect solide et aussi assez raffiné des fois. Assez raffiné. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord il faut tremper l'osier. Donc ça prend 10 à 15 minutes. Donc une fois que l'osier va, parce que la tige, quand elle est sèche, en fait elle est dure et elle se casse. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le mettre à tremper pendant peut-être 1 heure. Tout dépendra de la grosseur de la tige. Ça, c'est vraiment l'élément qui définit le temps de trempage de l'osier. Et une fois qu'il sera trempé, là, il aura toute sa souplesse et en fait, il le travaille mouillé. Et comme on a pu le voir dans le reportage, c'est qu'au fur et à mesure, surtout pendant les périodes où il fait très chaud, donc il aura tendance à sécher rapidement. Il faut toujours avoir un brumisateur, donc au fur et à mesure, le laisser humide. Donc à chaque fois brumiser, lui redonner ce côté souple et pouvoir travailler la pièce. Et après, c'est ça, une fois séché, une fois que on va dire que l'objet est travaillé, il gardera sa forme. Il faut savoir que très souvent, il y a des objets qui se transmettent de père en fils ou de mère en fille. Ça peut vivre 50 ans et plus, hein, exactement. Un objet comme ça. Que ce soit le rotin ou même les objets en osier. On sait très bien que de temps en temps, on a eu des legs de nos grands-mères, des petites boîtes, des boîtes à pique-nique aussi. Il faut savoir que il fut un temps où c'était très tendance et c'est revenu. Hein. C'est revenu, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens quand on va pique-niquer, c'est toujours le petit panier en osier pour donner ce petit côté d'abord écolo, il faut savoir que c'est très écologique et en même temps très chic et très raffiné de faire un pique-nique avec son panier en osier. Oui, voilà. Et puis ça peut être un bon réceptacle pour les roses pendant cette saison ou cette journée du 8 mars où l'on offre énormément de fleurs, effectivement, ça peut être... Effectivement, on voit beaucoup de paniers voilà, au niveau de toutes les structures. Voilà. Et comme on a parlé aussi dans le reportage, on a dit que ça suivait la mode, qu'on le veuille ou non. Si autrefois c'était uniquement les paniers utilitaires, on prenait par exemple les figues ou autre chose. Maintenant, c'est sorti un petit peu des sentiers battus. On voit aussi généralement quand on va au mariage, donc on a tendance aussi à mettre les gâteaux dans des petites boîtes en osier. Comme je te l'ai dit aussi, donc il y a les lits, donc on peut repeindre aussi dans différents coloris, donc le blanc aussi est de mise pendant les mariages, comme vous le dites. Exactement. Donc vraiment, on va dire que c'est des objets où on peut en faire ce qu'on veut, le laisser comme ça, de donner ce côté naturel, brut, comme on peut le vernir ou le teindre pour lui donner un côté un peu plus chic, un peu plus tendance. Voilà, et c'est vrai que maintenant, les artisanes excellent dans le décor de ces objets, donc auxquels elles donnent une seconde allure, un style, un design particulier souvent. Oui, donc c'est vraiment la capacité d'adaptation donc de toutes ces artisanes, de s'adapter comme ça à ce mouvement, on va dire permanent de la mode. Qu'est-ce qu'elle exige, qu'est-ce qu'on veut, donc elles sont toujours là, elles sont toujours aux aguets et en fait elles font de leur mieux et généralement c'est toujours magnifique à voir. Et vous, Myriam, vous n'hésitez pas à utiliser donc des petites corbeilles. On vous a vu souvent le faire. Vous avez toute une panoplie de paniers. Mon petit panier en dôme, donc en vannerie. Voilà, en vannerie. Et même aussi à la maison, ce que je fais généralement, c'est que j'utilise les paniers, en fait, tout simplement pour mettre pommes de terre, oignons. Il faut savoir aussi, étant donné que, d'abord, pour l'hygiène, c'est magnifique.
pour aussi la respiration des légumes, hein, que ce soit la pomme de terre ou les oignons, ça respire, ça pourrit pas, et voilà. Donc, et en même temps, ça donne un côté très sympathique à la maison. Merci, ce fut très sympathique, Mariam Oussaïd, de vous recevoir ce matin, comme d'accoutumé. Donc merci aussi à ceux qui nous ont suivis pendant toute cette matinée, ce début de matinée. Je vous souhaite une excellente fin de journée avec la suite des programmes de Canal Algérie. Et on se quitte en chanson. Tout de suite, donc, Ahyed Denia, donc interprété par Boujmal Al-Qis, et puis Yazid devrait revoir ses notes autant que moi, parce que je ne l'ai pas corrigé. Parce qu'on m'a dit que c'était Shaou tout à l'heure. Ah, d'accord. Voilà, Shaou l'a reprise, mais ce n'est pas à l'origine l'auteur ou le premier chanteur à interpréter Ahyed Denia. Donc, c'est avec cette chanson du répertoire Shaou